La Russie retire les talibans de la liste d'organisations terroristes. C'est chaud, n'est-ce pas? Une fois on est terroriste, d'autres fois on n'est plus. C'est bizarre. Qui est terroriste et qui ne l'est pas? Je pense que c'est une leçon très importante, à savoir que la justice et la vérité dépendent de qui l'annonce. Le tribunal a décidé de suspendre l'interdiction des activités du mouvement taliban figurant sur la liste fédérale des organisations, y compris les organisations étrangères et internationales, reconnues comme terroristes conformément à la législation russe. Ceci évidemment n'est pas une surprise. La normalisation des relations entre Moscou et les talibans était en marche depuis plusieurs années déjà. En effet, jeudi le 17 avril, la Cour suprême russe a officialisé le retrait des talibans de la liste d'organisations terroristes. Une mesure, a-t-elle dit, immédiate. C'est-à-dire les talibans pour la Russie ne sont plus terroristes du tout. Alors, comment est-ce possible? Les Américains considèrent les talibans toujours comme terroristes ou ils ont été enlevés de la liste? Absolument pas. L'Europe entière a considéré les talibans comme terroristes. Mais il faudrait comprendre que les talibans, les Américains s'en sont servis pour combattre les Russes. À l'époque, ils étaient l'URSS. Ils ont donc armé les talibans, ils ont fourni en matériel, la CIA a fourni des armes pour que les talibans combattent contre les Russes. Ah oui, ils ont déjà été en guerre dans le passé. Pendant que la Russie voulait posséder une partie de ce pays-là, ils ont combattu farouchement. Ce ne sont pas des peuples faibles. Dans la vie, il y a deux groupes de personnes, les oppresseurs et les oppressés. Les oppresseurs sont comme ceux-là que vous connaissez qui vont coloniser les autres. Ce sont les oppresseurs. Les oppressés sont ceux-là qui ont été colonisés. Parmi les oppressés, il y a aussi deux groupes. Les oppressés solides et les oppressés lâches. Les oppressés solides sont comme les talibans. Ok? Ils résistent, ils se battent, ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils sont comme les Vietnamiens. Ils ont été oppressés. Ils ont résisté aux Américains pendant près de 20 ans. Ils se sont battus sans armes. Ils ont usé de leur cerveau, leur taille, leur capacité, leur courage pour vaincre cette guerre. Les Américains ont fui le Vietnam. Les oppressés sont les talibans qui ont résisté pendant très longtemps. Enfin, après 20 ans, ils sont partis. Et puis, il y a les oppressés faibles, qui sont généralement les Africains. Hein, les Africains qui prient beaucoup là. Oh non, il faut laisser ça entre les mains de Dieu. Nous sommes opprimés. Ah non, on peut pas combattre parce que ceux-là sont fournis en armement par des grandes puissances. On n'a pas la capacité. C'est ça les oppressés faibles et lâches. Okay. Les Vietnamiens étaient faibles aussi. Ils n'ont jamais pleurniché disant c'est les États-Unis d'Amérique, après tout il faut abandonner la guerre. Non, ils ont combattu jusqu'à la fin. Voilà pourquoi les hommes ne sont pas égaux. Moi quand je vois les Africains se plaindre, oh non, on nous menace, ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous êtes à combien pour aller combattre? Mais allez vous battre avec des pierres. Les Vietnamiens se sont battus avec des pierres, avec des serpents, avec des haches, avec des lances, avec des couteaux, avec des pièges. Ils n'ont pas pleurniché disant les peuples ne sont pas égaux. Continuons. Dans la Russie décide de libérer les talibans, ne feront plus partie de liste terroriste. D'une part, on comprend que c'est un peu l'opposition aux États-Unis d'Amérique. C'est un égaliseur dans la situation générale. En effet, une délégation talibane avait même été aperçue dans les allées du Forum économique à Saint-Pétersbourg. En décembre dernier, Sergei Shoigu, secrétaire du Conseil de sécurité russe, s'était même rendu à Kaboul, où il avait déclaré vouloir renforcer la coopération avec l'Afghanistan. Donc, chacun. Tes ennemis ne sont pas mes ennemis. Surtout si tu risques d'être mon plus grand ennemi. Vous savez, il y a quelque temps, les États-Unis étaient le plus grand ennemi de la Russie. C'est juste avec Trump que ça a cessé. Donc, chacun prépare ses arrières. Maintenant, on bouge vers l'Iran. L'Iran sollicite le soutien de la Russie pour ses négociations nucléaires avec les États-Unis. Les Iraniens aussi sollicitent la présence de la Russie et leur soutien pendant leurs négociations. Ils sont actuellement en train de négocier. Le ministre iranien d'Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré avoir informé son homologue russe, Sergei Lavrov, du premier cycle de négociations qui s'est tenu à Oman la semaine dernière. Il a salué le rôle de la Russie dans l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales. En 2015, évidemment, il y avait accord entre l'Iran et les puissances mondiales. Les puissances mondiales ne veulent pas que l'Iran développe son uranium jusqu'à un certain pourcentage, qui risque de devenir létal, donc pour la création d'une bombe atomique. En d'autres termes, les Occidentaux ne veulent pas que l'Iran acquiert la bombe atomique. Alors on demandait à l'Iran gentiment, parce que par force ça n'a pas tenu, de garder son histoire moins un certain pourcentage, 3,65. Ne pas développer son uranium, l'enrichir en tout cas, à ce niveau-là. L'Iran avait accepté, mais a posé des conditions. Les conditions étaient telles que, ouvrez-moi l'ouverture financière pour que je fasse partie du SWIFT encore.
Le SWIFT, évidemment, c'est le système qui vous permet d'envoyer de l'argent d'une banque à une autre. Ce sont les banques qui sont interconnectées, qui permettent à ce que vous envoyez de l'argent venant de votre ville de refuge là-bas à Toulouse vers votre village à Bafoussam. Non, bah, il faut laisser les gens de Bafoussam tranquilles, bref. Ou à Abidjan. Ok? Donc, c'est SWIFT. S'il n'y a pas SWIFT, vous seriez obligé de prendre l'avion et emmener votre enveloppe d'argent pour donner à votre tante au village. Physiquement. Alors, l'Iran a demandé, pour que nous respections cet accord, il faudrait nous accorder aussi ouverture à SWIFT. Alors l'accord leur a été donné, il y a eu allègement sur beaucoup de sanctions qui pesaient sur l'Iran. Ils ont pu échanger, commercer. On a aussi autorisé à l'Iran de pouvoir vendre son pétrole pour se faire de l'argent. Mais à l'arrivée de Trump en 2015, boum, no more. Il a bloqué tout ça, il n'a pas voulu tout ça, il a voulu renégocier l'histoire. Trump voulait que, en dépit de tout ça, que l'Iran n'ait pas d'autorisation future de pouvoir enrichir son uranium. Trump voulait aussi que l'Iran abandonne son programme balistique. Donc des missiles balistiques, l'Iran n'en avait pas le droit. Pas seulement la bombe nucléaire, mais aussi les missiles balistiques. Trump voulait encore que l'Iran, en effet, donne accès à ses dépôts d'armement pour qu'il y ait contrôle. Donc, abandonner le projet nucléaire est une chose, mais me demander de m'ouvrir ma porte pour que tu viennes voir dans mes bases militaires, ça c'est autre chose. Alors, c'est là que l'accord a été bloqué. Maintenant, avec Joe Biden, ils ont encore ouvert l'accord, et quand Trump est revenu, il a encore bloqué. Alors, c'est là qu'il y a poussé tout ça. C'est là qu'il y a encore les histoires. J'espère que vous avez compris un peu ce qui se passe en Iran actuellement. Maintenant, ils se sont compris, ils essaient de négocier avec respect, puisque l'Iran a nécessité le respect d'abord pour cette négociation, parce qu'on sait que les États-Unis soutiennent son frère, le pays qu'on ne cite pas, parce qu'ils ont peur, si l'Iran a la bombe atomique, il va détruire là-bas rapidement, sans difficulté, parce qu'ils en ont les capacités. Alors, maintenant que l'Iran est en train de négocier avec les États-Unis, les Iraniens ont décidé d'inclure la Russie dans la négociation de manière externe, c'est-à-dire comme consultant. Quand ils discutent avec les Américains, et ils vont parler aux Russes, pour que les Russes leur disent quelle est la voie la meilleure pour y aller. Maintenant, on va en Ukraine. Alors, Donald Trump dit que personne ne se joue de lui face à la frustration suscitée par le progrès des négociations de paix. Ok, personne ne se joue de moi, dit-il. On ne se fout pas de ma gueule. Je suis au contrôle. En effet, ce commentaire est fait suite au fait que Trump avait promis de finir la guerre en 24 heures. Comme vous le savez, je m'entends très bien avec Poutine. Je dirais à Poutine, il faut trouver un arrangement. Je dirais à Zelensky, tu dois trouver un arrangement. Je dirais à l'autre, gagne de l'argent. Je dirais à l'autre, tu n'en auras pas. J'obtiendrai un arrangement en 24 heures. Chose qui a été prouvée être impossible. Ce n'est pas aussi facile que ça. Les Russes ne peuvent malheureusement pas être crucifiés sur base des chantages. Ce n'est pas possible. Militairement, ça ne réussira pas. Contrairement à ce que la généralité pensait à l'arrivée de Trump, il faudrait donc trouver un moyen simple et doux de trouver une négociation équitable. Alors, face à cela, on a posé des questions à Trump disant, vous aviez dit qu'à votre arrivée, la guerre se finirait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on serait en train de jouer avec votre gueule? Est-ce que les Russes se jouent de votre gueule? Alors, il dit, non, personne ne se joue de ma gueule. Le président Trump a déclaré que les négociations entre l'Ukraine et la Russie atteignaient leur paroxysme et a insisté sur le fait qu'aucune des deux parties ne se jouait de lui dans ses efforts pour mettre fin à cette guerre acharnée. Trump dit aussi qu'il risque d'abandonner les efforts de négociation entre la Russie et l'Ukraine s'ils ne s'alignent pas. Marco Rubio a averti que les États-Unis pourraient abandonner leurs efforts pour conclure un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine si aucun progrès n'était réalisé dans les prochains jours après des mois d'efforts infructueux pour mettre fin au combat. Donc jusque-là, le contrat, l'accord de paix ou des minéraux entre les États-Unis et l'Ukraine n'a pas encore été signé, même s'ils ont signé les exemplaires en préambule, mais ça n'a pas encore été signé. C'est-à-dire, si ils ne se démerdent pas, on se pose la question de savoir c'est quoi. Est-ce qu'ils veulent qu'on signe cette histoire rapidement? Sinon, on va arrêter. Donc, signez les minéraux rapidement, sinon on va arrêter la négociation. Parce que là, vous commencez à jouer avec nous. Le président a passé 87 jours au plus haut niveau de son gouvernement, multipliant les efforts pour mettre fin à cette guerre. Nous arrivons maintenant à un point où nous devons décider si cela est possible ou non. C'est pourquoi nous engageons le dialogue avec les deux parties. Nous devons déterminer dès maintenant, en quelques jours, si cela est réalisable à court terme, car si ce n'est pas le cas, je pense que nous allons simplement abandonner notre point de vue. Le président américain a déclaré que si pour une raison ou une autre, l'une de deux parties rend les choses très difficiles, nous vous traiterons simplement d'idiots. Vous êtes des idiots, vous êtes des gens horribles et nous allons simplement passer outre. Mais espérons que nous n'aurons pas à le faire. C'est quand même bizarre. Si vous ne signez pas, vous êtes des idiots. Les États-Unis sont prêts à reconnaître le contrôle russe sur la région ukrainienne de la Crimée dans le cadre de l'accord de paix plus large entre Moscou et Kiev. La Crimée, c'est là.
c'est un territoire russophone. La Russie l'a récupéré en 2015 parce qu'il voyait l'Occident faire un coup d'État au président ukrainien à l'époque. La Russie s'est décidée de récupérer la Crimée parce que Moscou avait compris que l'Ukraine telle qu'elle était n'était plus l'Ukraine comme elle était dans le passé. Donc ils ont décidé de récupérer la Crimée et l'annexer à la Russie. Mais jusque-là, n'avait pas encore été reconnu par tout le monde comme territoire russe. Alors, les États-Unis sont prêts à reconnaître le contrôle de la Russie sur la région ukrainienne de Crimée dans le cadre de l'accord de paix. Donc la Crimée sera reconnue comme la Russie. Ce n'est pas une chose que Zelensky voulait voir. L'Australie utilisera tous les moyens possibles pour aider Oscar Jenkins, originaire de Melbourne, qui risque 15 ans de prison en Russie pour avoir combattu aux côtés des troupes ukrainiennes. Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement continuera à faire des démarches auprès du régime répréhensible de Vladimir Poutine. Certainement pas. Nous continuerons à faire des représentations auprès du régime répréhensible de Vladimir Poutine au nom de M. Jenkins. Pour obtenir une libération de Jenkins, un homme de 33 ans, un ancien enseignant qui a combattu avec les forces armées ukrainiennes contre l'invasion russe. Bon, un jeune de 33 ans, enseignant, quitte l'enseignement et 33 ans de belle vie en Australie pour aller combattre en Ukraine. Voilà, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de problèmes dans la vie. Tu n'as pas de problème dans la vie, mais toi-même, tu vas chercher les problèmes. Aïe, aïe, aïe. Tu quittes l'Australie, les gens cherchent les visas pour l'Australie, petit. Toi, tu prends l'avion, tu abandonnes tes enfants en classe, tu vas combattre, vraiment. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Envoyez même Musungu en Australie. Pourquoi? God bless.